Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire d'une des plus grandes aventures humaines. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons en effet partager les émotions fortes de ces savants qui, à l'époque de la Renaissance, ont pris conscience, ont démontré et ont fait savoir que la Terre n'était pas le centre du monde, de l'univers en tout cas, et qu'elle tournait non seulement autour d'elle-même, mais autour du Soleil. Tout ça, aujourd'hui, ça paraît évident, évidemment, mais pour les gens de l'époque, c'était un choc inimaginable. Et ce qu'il faut vous dire, parce que nous avons un rendez-vous multiple, en quelque sorte, c'est que cette émission est la première d'une série que nous allons consacrer au grand génie de la science, avec Alain Sirou, qui est notre Monsieur Science d'Europe 1. Et tout à l'heure, vous répondrez à la question de Gauthier, qui voulait connaître l'origine des différents types de bouteilles, Jéroboam, Mathusalem ou encore Nabucodonosor. J'étais sûre de me tromper sur celui-là. Oui, ce sera l'occasion de revenir. Mais faut dire que c'est pas très évident, tous ces noms très antiques et très bibliques. Nous en profiterons pour revenir sur l'invention de la bouteille en verre et sur ses conséquences. Pour l'instant, c'est une invention d'un autre ordre qui nous attend. Je vous propose de faire connaissance avec monsieur Nicolas Copernic. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le XVIe siècle a été le siècle de la redécouverte des sources antiques, le siècle de la réforme religieuse. On remet soudain en cause des siècles et des siècles de tradition en matière religieuse. Celui aussi des grandes découvertes, bien entendu. Vous imaginez qu'on découvre d'un seul coup que le monde comporte un nouveau continent. On repousse considérablement les horizons dans tous les domaines et d'abord, les horizons au sens propre. Le XVIe siècle, c'est peut-être surtout ce qu'on appellera le siècle de la révolution copernicienne. Autant dire que c'est la conception même de l'univers qui, brutalement, va basculer. Alors, rappelons qu'au début du siècle, on imaginait que la Terre était au centre de toutes les planètes. Ça faisait 14 siècles qu'on se fondait sur les découvertes de Ptolémée, vous savez, sur le géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est censée être rigoureusement immobile, complètement au milieu de l'univers, et le mouvement circulaire uniforme est le seul mouvement possible pour tous les corps célestes. Alors chacun a le sien, bien entendu. Jusqu'à la Lune, on peut dire que on est dans le monde terrestre, et puis après la Lune, alors là, c'est le cosmos, c'est le monde des planètes parfaites. Le système que nous appelons le système de Copernic, lui, est un système héliocentrique. Ça, c'est tout à fait autre chose, puisque d'un seul coup, on va se rendre compte que ce qui est au centre de l'univers, en tout cas de l'univers connu à cette époque, ce n'est pas la Terre, mais c'est bien le Soleil, et que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres qui tourne autour du Soleil. Au XVIe siècle, l'œuvre de Ptolémée, la Mageste, est fondamentale. C'est ce qui sert en quelque sorte de socle à toute la réflexion et à toute la théorie géométrique qui décrit de la façon la plus précise, la plus mathématique possible, les mouvements apparents des planètes, du Soleil et de la Lune. Selon Ptolémée d'Alexandrie, les planètes se déplacent à vitesse uniforme sur un cercle, on appelle ça l'épicycle, dont le centre se déplace lui-même à vitesse uniforme sur un cercle coplanaire qu'on appelle le déférent, qui lui est centré sur la Terre. Autrement dit, la Terre est au milieu de tout un système de rotation et la Terre est le centre et l'épicentre. Ce système, dites-vous que Copernic a été le premier à l'enseigner. Il l'a enseigné à Rome, sauf qu'il s'est retrouvé dans cette position assez particulière, vous savez, des maîtres qui enseignent une théorie dont eux-mêmes finissent par n'être plus tout à fait convaincus. Copernic se rendait bien compte qu'il y avait des incohérences dans ce système des épicycles. Il était d'autant plus conscient de cela qu'on en avait des conséquences pratiques. Je pense tout simplement au calendrier julien qui était basé sur ces calculs-là et qui était de plus en plus décalé par rapport aux observations qu'on pouvait faire des astres eux-mêmes.
Or, tout, absolument tout, était basé sur la logique de cette terre au centre de l'univers. Dites-vous, par exemple, que la façon d'organiser les repas était liée à ça. C'est-à-dire qu'on avait, par tradition, sachant que la terre était au cœur, en quelque sorte, de l'univers, eh bien, on commençait dans un repas par déguster d'abord ce qu'on appelait les racines, que nous appelons nous les légumes, donc ce qui était vraiment dans la terre, et puis ensuite, on mangeait les nourritures qui étaient censées être un peu plus nobles, qui s'éloignaient de cette terre, et vous savez que les volatiles, tout ce qui était volant, tout ce qui pouvait aller dans les airs, était servi en dernier. Plus on s'éloignait de la terre, et plus la nourriture était réputée noble. Même chose avec l'organisation des maisons, ou des châteaux, ou même des églises, par exemple. Tout ce qui était au sol était considéré comme moins noble que ce qui était en hauteur. Plus vous montiez dans les étages, et plus vous aviez affaire à l'esprit, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, au XIIIe, au XIVe siècle, on installait les bibliothèques, par exemple, loin du sol. On dit que c'est pour des raisons d'humidité, etc. Oui, sans doute, mais c'était aussi pour des raisons essentiellement intellectuelles. Il fallait s'éloigner de ce sol, de cette terre considérée elle-même comme un cœur, comme le centre de l'univers. Alors, Copernic se met à chercher une nouvelle logique qui expliquerait mieux ce qu'il a, lui, sous les yeux. Je pris la résolution de relire les ouvrages de tous les philosophes, écrit-il, pour y chercher si aucun d'eux n'avait émis, pour les sphères célestes, d'autres mouvements que ceux acceptés dans les écoles. Et je trouvais dans Cicéron que Nicétas croyait au mouvement de la Terre. Plutarque m'apprit ensuite que cette opinion avait été partagée par plusieurs autres. Voici ses propres paroles. Les autres tiennent que la Terre ne bouge pas, mais Philolaüs, pythagoricien, tient qu'elle se meut en rond sur le cercle oblique, ni plus ni moins que fait le Soleil ou la Lune. Ah ah ah. Donc, autrefois, dans l'Antiquité, certains avaient émis cette idée d'une Terre qui n'était pas immobile au centre de l'univers, mais qui bougeait, elle aussi. Il faut savoir que Copernic ne se rallie vraiment à l'hypothèse de Philolaüs et d'Aristarque au passage que dans les années 1503-1504. Mais néanmoins, il va mettre très longtemps avant de publier quoi que ce soit sur le sujet, puisque le grand ouvrage de Copernic sur la question, il ne paraîtra qu'en 1542. 40 ans pour arriver à admettre, ou plutôt à assumer les constatations que lui-même avait faites. On écoutait Gustave Holst sur Europe 1 avec les planètes, ici Neptune, dirigé par Léonard Bernstein. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et on repart dans les étoiles avec vous, Franck Ferrand, et la révolution copernicienne. Alors, il faut peut-être que je vous raconte un peu qui est Copernic. Il est né le 19 février 1473 en Prusse, à Thorn. Comme il est orphelin, il sera élevé par son oncle, qui est un évêque local. Il s'intéresse à tout, c'est un esprit très, très ouvert. Il suit notamment les cours d'astronomie d'un certain professeur Brudzinski, qui va lui ouvrir l'esprit, qui va le passionner très tôt. Mais il prend toutes sortes d'autres cours. Il se passionne notamment pour la perspective, pour la peinture. Alors vous savez, quand on a certains moyens et qu'on a des dispositions à l'époque, l'idéal c'est d'aller bien sûr voir ce qui se passe du côté de l'Italie. Rappelez-vous ce que disait Rabelais. Les jeunes gens studieux et amateurs de pérégrinité étaient convoiteux de visiter les gens doctes, antiquité et singularité d'Italie. Et oui, c'est là-bas que déjà tout se passe. C'est là-bas que la Renaissance a commencé bien avant
ce qui se passera un peu plus tard dans le reste de l'Europe. Alors, on va voir notre jeune Copernic étudier la médecine à l'université de Padoue et en même temps, à peu près à la même époque en tout cas, peut suivre des études d'astronomie à Bologne. Entre les deux, son cœur balance. Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, dirions-nous aujourd'hui, entre le microcosme et le macrocosme, comme on aurait dit plutôt à l'époque. En 1500, on lui donne une chaire de mathématiques, donc vous voyez qu'il est quand même jeune, il a 26 ans et il est déjà là à enseigner les maths. Il a un disciple particulièrement dévoué qu'on surnomme Rhéticus. Vous savez qu'à l'époque, les savants se donnaient volontiers des noms latins, comme ça, c'était la redécouverte de l'antique, tout simplement. Et donc, ce Rhéticus va témoigner dans un ouvrage qui s'appelle Narratio Prima. Vers l'an 1500, âgé de 27 ans environ, Copernic fut à Rome professeur de mathématiques devant une large audience d'étudiants et un cercle d'hommes éminents et de spécialistes dans cette branche de la science. Voyez donc qu'il n'est pas là, il n'enseigne pas à des enfants, notre Copernic. Il enseigne déjà lui-même à des professeurs, à de grands esprits qui se déplacent pour l'écouter. C'est vous dire si les leçons qu'il dispense doivent être lumineuses et doivent être particulières. N'oubliez jamais qu'il est certes professeur de mathématiques, mais qu'il a une passion dans la vie. Il a une occupation qui est la médecine, si je puis dire, et une passion qui est l'astronomie. Selon Rhéticus, Copernic a rencontré l'astronome Novara qui meurt en 1504 et il a été, j'allais dire son assistant, c'est plus que cela, il a été véritablement le dépositaire de son savoir. Le 9 mars 1497, Copernic observe que la Lune occulte l'étoile d'Aldébaran aux alentours de 23 heures. Il en parlera de ça, mais il en parlera 46 ans plus tard. On sait aussi qu'il a observé de très près l'éclipse partielle de lune du 6 novembre 1500. Alors, il serait bien resté là-bas, il était très bien en Italie, mais son oncle le rappelle, il l'a fait nommer chanoine à Frauenburg, comme on disait en allemand, et donc Copernic va se fixer là en 1506. Alors, il fera bien encore quelques voyages à Thorn, sa ville natale, ou à Cracovie, mais ça reste néanmoins, il faut le dire, un homme tranquille. Il ne faut pas imaginer que cet esprit révolutionnaire ait mené la vie d'un sang bouillant, loin de là. Voilà quelqu'un qui exerce la médecine, on sait qu'il dispense notamment des soins aux plus pauvres. C'est quelqu'un qui continue à donner des leçons de mathématiques et à faire des expériences qu'on appellerait nous aujourd'hui des expériences de physique. Notamment, il installe une machine sur une chute d'eau. Il étudie des solutions pour combattre l'avilissement de la monnaie, qui est la grande question de l'époque. Et puis, le plus souvent possible, il tourne ses yeux vers le ciel, il observe, il analyse de très près la course des astres et sur les bords de la Vistule pour pouvoir tranquillement continuer ses recherches, il a carrément fait bâtir une véritable tour d'observation. Il va, pendant des années, observer et méditer. Observer ce qu'il a sous les yeux et méditer les sources les plus à la pointe, les textes des grands astronomes, mais aussi les sources les plus anciennes, car il a eu très tôt l'intuition Copernic qu'une part de la vérité qu'il cherchait se trouvait plus ou moins dissimulée dans des écrits dont on ne faisait plus état. Alors son oncle meurt au printemps 1512. Il va continuer à partir de ce moment-là épisodiquement son activité médicale. C'est devenu un notable. Il est par ailleurs administrateur du chapitre de la ville. D'ailleurs, il va faire pas mal de réformes en matière monétaire sur lesquelles je vais pas m'étendre. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'a toujours rien publié. Copernic a mis des années, je vous l'ai dit, à publier son livre. Mais il faut se mettre un peu à sa place. On est dans un système totalement gouverné par l'Église et par la tradition au-delà de l'Église. Et évidemment, lorsque vos propres travaux vous amènent à remettre profondément en cause tout ce qu'on croyait ou croyait savoir, on y regarde à deux fois, évidemment. Et donc, il est très prudent, Copernic. Il attend. La première publication sur l'astronomie qui lui soit attribuée, elle date de 15
1513. C'est un professeur de l'université de Cracovie qui nous dit qu'un manuscrit de 6 feuilles exposant la théorie d'un auteur affirmant que la Terre se déplace tandis que le Soleil reste immobile existe dans les fonds de l'université. Mais ce papier, qui ne sera d'ailleurs publié que tard, au XIXe siècle, ce manuscrit n'est pas signé. Pour trouver un manuscrit signé de Copernic, il faudra, je vous l'ai dit, attendre 1543. Ce sera le célèbre ouvrage des révolutions des sphères célestes, révolution à tous les sens du terme. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la révolution copernicienne. Et oui, Copernic, vous l'avez compris, est persuadé de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le Soleil est au cœur de l'univers. C'est ce qu'on connaît à l'époque, on est loin de connaître les galaxies, etc. Ce qu'on est en train de découvrir actuellement et dont on parlera tout à l'heure avec Alain Sirou. Pour lui, le Soleil est donc au centre, immobile au centre de l'univers, et la Terre pivote sur elle-même en 24 heures et tourne autour du Soleil, ce qui permet de comprendre exactement tout ce que l'on observe dans le ciel. Et de la même façon que Copernic a une idée très précise de la position et du comportement et du Soleil et de la Terre, il en a à propos de toutes les planètes connues à l'époque. Et donc c'est un véritable système totalement nouveau, totalement révolutionnaire qu'il propose. Alors quand je dis qu'il propose, ça s'est pas publié facilement, cet ouvrage des révolutions des sphères célestes, qui est un ouvrage dans sa première édition de 400 pages et qui développe la thèse de Copernic, mais sans entrer d'ailleurs dans tous les détails. Un certain nombre des personnes auxquelles il avait fait part de ses travaux l'avaient encouragé à publier, mais Copernic disait qu'il ne fallait confier les secrets de la philosophie qu'à ses amis fidèles et à des proches, et ne pas mettre ces secrets par écrit ni les révéler à n'importe qui. Ça, c'est intéressant par rapport à ce qui se passera un peu plus tard avec Galilée. On en parlera la fois prochaine, puisque ce sera le sujet de notre deuxième émission sur ces génies de la science, Galilée. Vous verrez que lui n'avait pas du tout cette prudence et cette philosophie d'un Copernic. Copernic sait que son système va ébranler l'ordre des choses et, disons-le, il a peut-être un peu peur lui-même de sa propre découverte. C'est son disciple Rhéticus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui va essayer de le convaincre. À la fin du mois de mai 1539, Rhéticus, qui a assimilé très vite l'essentiel des théories coperniciennes, réalise un résumé des thèses qu'il va publier sous le nom de Narratio Prima, la première relation donc, qu'il publie anonymement à Gdansk. Et surprise, dans les milieux autorisés et d'une façon plus générale, l'ouvrage est plutôt bien accueilli. Copernic redoutait des réactions extrêmement critiques. Il pensait qu'on allait brûler les auteurs. Eh bien non. Ça encourage Rhéticus à faire une deuxième édition de la Narratio, et cette fois il signe de son nom, et Copernic se dit qu'il va peut-être finir par se laisser dépasser sur son propre terrain. Alors il se laisse tenter, il donne son accord après quelques retouches à son texte initial. Rhéticus lui-même va apporter quelques petites corrections qui sont plutôt de style, et Copernic publie donc cet ouvrage qui sera dédié au pape Paul III. Alors là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la publication, mais c'est une affaire extrêmement compliquée, bien entendu. Le problème, c'est que Copernic tombe malade, et très malade, alors même qu'on est en train de mettre son livre sous presse, c'est le cas de le dire, on est encore vraiment dans le tout début de l'imprimerie, Il lui reste seulement, il ne le sait pas, mais il s'en doute, il lui reste seulement quelques mois à vivre. Il est très faible, de plus en plus faible. Il subit une hémorragie cérébrale qui va le laisser hémiplégique. Il est complètement paralysé du côté droit, et il meurt le 24 mai 1543. Et la légende, on a tous appris ça un jour ou l'autre, veut que Copernic ait reçu, sur son lit de mort, il a reçu un exemplaire de son ouvrage, et que c'est en découvrant cette publication des révolutions des corps célestes que Copernic est mort, qu'il a rendu l'âme, qu'il s'est éteint avec la satisfaction d'avoir légué à l'humanité un travail considérable, et avec la tranquillité
possibilité, si je puis dire, de n'avoir jamais à en subir les conséquences. Des planètes de Gustav Holst, donc, on entendra pendant tout le cours de cette émission sous la baguette magique de Leonard Bernstein. Voilà ce qu'on dit de la parution de cet ouvrage en 1543. L'ouvrage trouva un petit nombre d'approbateurs et une foule d'indifférents. Il n'inquiéta ni l'Église ni les écoles. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Franck Ferrand. C'est assez étrange que ce livre paraisse comme ça dans une sorte, après tant d'années de crainte et après tant d'émoi de la part de Copernic, paraisse dans une relative indifférence. Il ne se passa rien du tout. Mais alors c'était absolument extraordinaire, c'est que d'abord Copernic n'avait pas lu la préface qui n'était pas la sienne et qui disait attention, ce livre est une hypothèse, ne croyez pas vraiment. Tout en prudence. Tout en prudence. Mais c'est vrai que ceux qui l'ont lu, parce qu'il était extrêmement difficile à lire et à comprendre, n'ont pas bougé. Alors avec vous, dans un instant, on revient sur ces découvertes phénoménales de Copernic, mais aussi sur celles de Tycho Brahe et de Kepler. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Copernic, Tycho Brahe ou encore Kepler. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir sur europe1.fr par mail, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et oui, Ciel et Espace que j'ai entre les mains, donc c'est le nouveau numéro qui est un numéro spécial. Alors on y trouve comme toujours un guide d'observation et de très belles cartes du ciel de novembre, mais aussi un article sur l'arrivée de la comète Ison qui ne va pas tarder, semble-t-il. On voit construire et grandir un télescope dans une vallée des Alpes. On parle de ces 300 000 galaxies repérées par les internautes et puis surtout, on y parle de ce que les Chinois sont en train de faire. Voilà que les Chinois envoient un robot sur la Lune. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps, ça, Alain Sirou. Depuis 1972, c'est-à-dire depuis on a inventé les caméras électroniques, les 3D, etc. Et quand ils vont débarquer, je pense qu'on aura des images de notre ami Pierrot qui vont vraiment marquer. La Lune voit rouge, c'est donc le titre c'est la couverture du magazine de l'astronomie Ciel et Espace dont vous êtes le grand patron. Alors, revenons sur la publication de cet ouvrage de Copernic. Donc, vous nous dites publication qui s'est faite dans une relative indifférence. Les travaux de Copernic ne sont pas les premiers à mettre en cause cette théorie selon laquelle la Terre aurait été le centre de l'univers. Bien d'autres l'avaient fait et depuis très longtemps, Alain Sirou. Oui, parce que ce sont des visions du monde. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, quand on consulte les auteurs anciens, et les Grecs en particulier, l'héliocentrisme n'a pas été inventé par Copernic. Dans les différentes écoles grecques. L'héliocentrisme, c'est le fait que le Soleil soit au cœur de l'univers. Le Soleil soit au cœur du monde, du cosmos. Monde, oui. Et c'est vrai que on a plusieurs pères, si je puis dire. Bon, le plus cité, c'est Aristarque de Samos, 3e siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, on fait référence aussi à Pythagore et à son école. Oui, bien sûr. On ne sait pas si Pythagore a existé, mais en tout cas, quand on regarde le monde de Pythagore, eh bien, je dirais que la Terre est ronde. Elle tourne en 24 heures, elle tourne en 365 jours autour du Soleil, qui lui-même occupe le centre. Et puis, Pythagore regarde les positions des planètes et remarque qu'il y a un ordre. Alors, il se pose la question de savoir si cet ordre finalement n'est pas lié à la musique du monde et invente finalement ce qu'on appelle la musique des sphères, c'est-à-dire l'idée que les distances qui séparent les différentes planètes sont telles que si on fait rentrer en résonance ces orbites, alors ça se comporterait exactement comme une guitare dont vous auriez pour la planète la plus proche un son aigu et pour la plus lointaine quelque chose qui est une résonance plus grave et que cela composerait la musique du monde. Comme si les dieux jouaient, faisaient des harmonies et de la musique avec les astres. Alors, la deuxième chose, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui, à l'époque de Copernic et bien avant, regardent finalement les mouvements des planètes, on n'arrive pas à prévoir ces mouvements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Le système qui a été mis en place, je dirais, par l'école grecque qui a triomphé, c'est-à-dire c'est Aristote, en fait. C'est Aristote, c'est Platon. Vous avez parlé évidemment de Ptolémée qui a fabriqué l'Almageste, c'est-à-dire 13 livres qui décrivent avec une précision extrême les mouvements, mais tout ça est très figé, tout ça est dans des coquilles de noix. On décrit, mais on ne peut pas prédire, et pour cause, puisqu'on n'a pas la bonne vision des choses. Non, c'est encore une fois une image du monde. Et quand Copernic va briser cette image, finalement, il va pas la briser comme un scientifique tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire en observant et en apportant des preuves. Non, c'est une conviction métaphysique pour Copernic qui consiste à dire Dieu, c'est le plus grand, le plus fort, donc il est
il occupe le centre, il est le soleil, il est celui qui rayonne et qui domine. Donc je le place au centre. Après, je vais me débrouiller pour essayer de fabriquer un monde qui lui correspond, mais c'est une conviction intime, c'est une vision du monde. Eh oui, et ça suppose d'avoir un esprit d'une indépendance invraisemblable, parce que c'était tellement confortable, d'une certaine façon, d'imaginer que cette bonne vieille terre était au cœur de tout le reste. Là, d'un seul coup, s'imaginer n'être qu'à la périphérie, en quelque sorte, être soi-même en mouvement autour d'une chose plus centrale, ça suppose d'être capable de renverser complètement sa propre psyché. Hein, et la période n'est pas favorable. On est en pleine contre-réforme, c'est-à-dire que Luther, Calvin la sont contre-réforme arrivés. va naître. En tout cas, là, on est dans la réforme et dans la réaction de l'Église à cette réforme qui va donner naissance bientôt à la contre-réforme. 1543 publication de cet ouvrage, 1542 création de l'Inquisition. Voilà, donc on ne plaisante pas avec ça. C'est-à-dire que je dirais que ça s'est figé aussi sur le sol, alors que ça reste figé dans le ciel. Et on peut dire que Copernic avait sans doute assez peur de ce qu'il avait découvert. Il craignait non seulement le jugement de ses pairs, le jugement des autres astronomes, mais il redoutait beaucoup la réaction de l'Église et des autorités temporelles. Oui, tout en sachant quand même que chez, je dirais, les instruits de l'Église, il y a beaucoup de partisans de Copernic. Tout simplement parce que, je dirais, cette vision décalée du monde permet de voir le monde autrement et je dirais met en place une certaine image qui arrange tout le monde. C'est-à-dire que Dieu solaire occupe à nouveau le centre. Nous sommes, nous, évidemment décentrés sur le côté, mais aussi ça permet de mieux expliquer et de se libérer de ces sphères qui sont quand même extrêmement contraignantes. Vous l'avez dit, c'est à la fois une figure parfaite qui doit être le cercle, mais en même temps un mouvement uniforme. Ce sont deux contraintes qui sont absolument terribles pour expliquer ce que l'on voit. Et quand on essaie de fabriquer des horoscopes à l'époque, on appellerait des éphémérides maintenant, mais qui servent à la fois aux navigateurs, aux gens qui font un peu à tout le monde, un petit peu à tout le monde, hein, même aux médecins d'ailleurs, même aux médecins absolument. On n'y arrive pas, en particulier avec Mars qui pose un problème gigantesque. Mais oui. Alors le livre sort dans une relative indifférence, on l'a dit, mais il ne tombe quand même pas qu'en de mauvaises mains, si je puis dire. Non. Et il y a notamment deux personnages qui vont en faire un excellent usage, c'est Tycho Brahe et Kepler. Alors on commence peut-être par le plus ancien, par Tycho Brahe, si vous voulez. Tycho Brahe. Alors, les deux personnages, je veux dire, sont des personnages de romans, comme vous les aimez, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont truculents, ils ont quelque chose de tout à fait extraordinaire. Newton dira, je me suis appuyé sur les épaules de ces géants. Et ces géants sont ceux-là. Tycho Brahe, c'est vraiment le dernier grand observateur du ciel à l'œil nu. Alors, pour le caricaturer, vous me permettrez de le faire, c'est comme un ogre. C'est-à-dire, c'est un personnage extraordinaire. Il est truculent, il est gigantesque, il mange le monde, il mange ce qu'il y a autour de lui. Il est quelqu'un qui consomme les gens, qui consomme les idées, et qui a une histoire tout à fait extraordinaire parce que c'est un aristocrate et il a été kidnappé par son oncle et il a eu une révélation, si je puis dire, c'est celle du ciel. C'est-à-dire qu'il a observé des phénomènes astronomiques qui l'ont énormément marqué. Alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle l'étoile de Tycho, c'est-à-dire qu'il a vu, et c'est le dernier homme, je dirais instruit à l'avoir vu aussi, une supernova, une nouvelle étoile dans le ciel qui est apparue un jour et qui a brillé presque autant que Vénus. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et lui qui était intéressé par l'observation, la curiosité, etc., s'est intéressé à cette étoile, la regarder, la mesurer. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de télescope, les verriers n'étaient pas encore arrivés en Italie. Et il regardait cela avec beaucoup d'attention. Il a commencé à construire des appareils. Alors des appareils d'observateurs à l'œil nu, c'est-à-dire des compas, des sextants, des systèmes qui permettent de mesurer les vitesses, les angles, etc., avec une précision absolument incroyable. Et il s'est rendu compte que cette nouvelle étoile était en contradiction avec la sphère des fixes. La sphère des fixes, c'est la dernière sphère sur laquelle on a accroché les étoiles. Et quelque chose qui apparaît et qui disparaît ne peut pas exister dans ce monde-là. Donc déjà, pour Tycho Brahe, c'est quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose, c'est que Tycho Brahe est un aristocrate, il a beaucoup d'argent, il est passionné. Son oncle a sauvé l'empereur d'une noyade et on lui octroie, je dirais, une île. Alors, une île tout à fait extraordinaire. C'est une île qui fait à peu près 800 hectares.
et où il y a des paysans, où il décide de construire un grand observatoire. C'est invraisemblable, hein, on dirait une utopie vivante. C'est une utopie vivante. Il construit cet observatoire qui s'appelle Uraniborg. Et l'objectif d'Uraniborg, c'est finalement de faire la carte du ciel. La carte du ciel la plus précise jamais réalisée par les astronomes, parce que quand ils regardent les cartes existantes, ils se disent c'est n'importe quoi. Et donc il va consacrer 20 ans de sa vie dans un endroit qu'il a conçu exprès, avec des instruments qu'il a construits exprès, où il va faire venir des assistants, où il va faire... Alors c'est un peu un tyran aussi, hein. Il va faire bosser les ouvriers, les paysans autour. Ouais, c'est un homme de son temps. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis il organise des grandes fêtes, il y a des banquets, tout le monde vient le voir, etc. Mais il fait un travail absolument invraisemblable, où il mesure avec une précision redoutable toutes les étoiles, toutes leurs positions, tous les mouvements, qu'il note et qu'il consigne. Il vérifie, survérifie 2 fois, 10 fois avec tout le monde pour être sûr que c'est cela. Je dirais qu'il se passe à ce moment-là, pendant 2 décennies, quelque chose d'absolument incroyable, où la première grande et dernière carte du ciel à l'œil nu va être réalisée par l'ogre Tycho Brahe. Alors il va s'exiler lui-même à Prague, et c'est là-bas, au château de Benetech, qu'il va faire la rencontre d'un autre grand astronome, d'un autre grand observateur, qui est lui-même, on peut dire, un élève de Copernic, et ce sera Kepler, bien sûr. Franck Ferrand, 14h, 15h. Directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Oui, Ciel et Espace qui titre sur la Lune qui voit rouge, un robot chinois dans le golfe des Iris. Donc on va avoir de nouvelles images de la Lune d'ici à quelques temps, très peu de temps. Je oui, crois. quelques semaines. Quelques semaines. Alors, ce Tycho Brahe, cette espèce d'ogre de Prague, ce personnage extraordinaire, en février 1600, envoie une invitation à un certain Kepler. Qui est-il, ce Kepler ? Il se définit lui-même comme le chien. Mais c'est le chien galeux. Le chien galeux. Mais c'est exactement ça, parce que Kepler, il est né en Allemagne. Il est né dans un milieu absolument désastreux pour un homme. C'est-à-dire, son père était un soldat soudard, brutal, qui avait été défiguré par un tonneau de poudre qui avait explosé. Sa maman sera accusée de sorcellerie, s'occuper des plantes. Enfin bon, et ils sont pauvres. Il tire le diable par la queue. Il tirera le diable par la queue toute sa vie. Et il se définit comme un chien à la fois agile, vorace, qui grogne, qui plie les chines, mais qui est capable de mordre. Physiquement, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça, il est toujours un petit peu malingre, hein, quand même, un peu malade. Il a toutes les maladies possibles et imaginables, mais vous pouvez vraiment les cumuler. Il est atteint, en particulier, de myopie. Peut-être même pire. Qui tombe mal pour un astronome. Qui tombe mal, qui en fait, il ne verra rien du tout. Et en fait, c'est là aussi qu'on peut comprendre pourquoi il va rejoindre. De ce point de vue-là, c'est l'anti-Tycho Brahe qui lui voit tout. Il a besoin de ça. Par contre, je dirais la force de Kepler, c'est que c'est quelqu'un qui est curieux, qui est imaginatif et qui a un don extraordinaire en mathématiques. Et il est repéré par des professeurs qui finalement vont le sauver. C'est l'école luthérienne qui vont lui donner une bourse, vont lui faire faire un séminaire, et il va exercer, je dirais, cette espèce de curiosité générale autour de lui, en étant quand même toujours un chien qui mord et qui fait des plaisanteries épouvantables avec ses camarades, qui en même temps fait des anagrammes de la poésie. On dit qu'il invente la science-fiction. Enfin, vous voyez, c'est un personnage multiforme. Il ne tient pas en place, il est constamment en train de remettre tout en cause. Enfin, c'est vraiment un personnage étonnant. Et alors, il ne se cache pas des erreurs. Ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire dans tous les écrits de Kepler. C'est d'abord le raisonnement qui compte, et c'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre. C'est que quand on le lit, eh bien, on doit passer par toutes ces étapes, y compris ses échecs, pour arriver là où il va. Et alors lui, il a quelque chose d'absolument fondamental, c'est que il est persuadé, Kepler, que Dieu a un plan. Et que ce plan, lui, Kepler, mathématicien, il va pouvoir le déchiffrer. Extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, il va s'y atteler, évidemment. Et il va, en toute modestie. Il va, à un moment donné, avoir une révélation. Il va penser que Dieu utilise des formes géométriques idéales. Et donc, il va publier un livre qui s'appelle Le secret du monde, et que va lire Galilée, que va lire Tycho Brahe, dans lequel il décrit finalement l'agencement des planètes.
en fonction de ces formes idéales. Alors, c'est le cube, le tétraèdre, vous avez l'octaèdre, le dodécaèdre, etc. Enfin, toutes les èdres possibles et imaginables. Mais il a une vision du monde. Comme s'il fallait que tout entre dans une perception mathématique. Absolument. Comme s'il était capable, lui, de traduire. Ça, c'est une démarche extraordinairement moderne. Il est peut-être un des tout premiers, d'ailleurs, en tout cas dans notre monde moderne, après l'Antiquité, il est l'un des tout premiers à avoir cette démarche qui consiste à mettre le monde en fiche, d'une certaine manière. Et il veut comprendre le plan mathématique de Dieu, parce que il est absolument persuadé. D'ailleurs, on retrouve justement Platon dans cette image du monde-là, que Dieu a un plan mathématique caché. Et donc, il imagine le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père étant le soleil, occupant le centre, le Fils étant la sphère des étoiles lointaines, et le Saint-Esprit, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle la vapeur, l'éther, ce qui lie l'ensemble des planètes. Il connaît la publication de Copernic, bien entendu. Oui, il y a adhéré très facilement parce qu'il est absolument convaincu que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et donc, que le Soleil occupe le centre lui paraît tout à fait évident. Ce qui manque à Kepler et ce qui va lui faire accepter de rejoindre Tycho Brahe, c'est finalement le substrat. C'est ce sur quoi s'appuyer pour être capable de prévoir et de réaliser de vrais effets. Il y en a un qui a les moyens d'observation et l'autre qui a tous les calculs et toutes les martingales, si je puis dire. La rencontre ne durera pas très longtemps puisque Tycho Brahe meurt peu de temps après la rencontre. D'abord parce qu'il est âgé et puis ensuite parce qu'il se méfie de Kepler. Tycho Brahe a imaginé son propre monde. Ça fonctionne pas très bien. Il le sait bien, mais surtout il est en plus totalement paranoïaque. Il a été volé, pillé par ses assistants, par d'autres personnes qui se sont emparées de ses résultats, tellement ils sont excellents. Et quand il voit arriver Kepler, il sait bien qu'il en a besoin, mais en même temps il se dit, et si je faisais erreur, s'il me volait mes données pour en faire quelque chose. Et Kepler, en tant que chien galeux, je dirais, n'est pas très clair. Donc il a aussi, il courbe les chines, il demande un peu de sous. C'est un film formidable, la rencontre des deux. Absolument extraordinaire. Mais il comprend quand il voit, et c'est ça le grand génie aussi de Kepler par rapport à Tycho Brahe, qu'il a rencontré celui dont on ne remet pas en cause la parole, pas les données. C'est-à-dire que si lui, Kepler, imagine des équations, une théorie, et que ça ne fonctionne pas parce que la réalité observée par Tycho Brahe n'est pas la bonne, alors c'est que lui se trompe. Il faut que ça marche avec les données de Tycho parce que Tycho est le meilleur observateur du monde et cette image, je dirais, physique du monde doit coller à une vision théorique et, je dirais, idéale, une conviction qu'a Kepler. Après la mort de Tycho Brahe, Kepler essaie de faire résonner tout ça. Il essaie d'en tirer la quintessence. Alors, il travaille sur un certain nombre des données observées par Tycho Brahe qui posent des problèmes. On peut peut-être pas entrer dans tous ces détails. Non, mais on le comprend assez bien parce qu'on sait que aujourd'hui, que la Terre tourne autour du Soleil et que Mars tourne en 2 ans. Donc on a l'impression parfois dans le ciel que Mars recule. Il faut expliquer ça. Et voilà. Donc ça devait être pour les gens de l'époque. Nous, on comprend relativement bien. Pour les gens de l'époque, ça devait être complètement incompréhensible, précisément. Et Kepler va donc publier à partir des observations de Tycho Brahe. Il va publier l'astronomie nouvelle. Oui, absolument. Et là, il va faire je dirais, le deuxième pas de la révolution copernicienne, c'est que il va imaginer que le Soleil est à l'origine des mouvements des planètes. Alors ça, c'est une intuition. C'est une intuition. Il pense que le Soleil est le siège d'une force qui retient toutes les planètes, qui les oblige à tourner, et il suppose aussi que cette force décroît avec la distance. Donc il va fabriquer une théorie mathématique capable d'expliquer les mouvements des planètes, et il va découvrir que finalement la sphère, c'est pas la trajectoire des planètes et que leur mouvement n'est pas uniforme. Donc il va découvrir en 3 lois l'ellipse, les mouvements des planètes avec justement ce ralentissement à un moment donné sur l'ellipse et il va mathématiser ces mouvements et décrire pour la première fois le système solaire dans lequel nous vivons. Ça change tout. C'est-à-dire que maintenant on a des éléments mathématiques à l'appui des observations et des intuitions. D'une redoutable efficacité. Oui. Vous savez que quand l'homme a été sur la Lune en 1968 pour la première fois en décembre, avant de s'y poser en 69, sans les lois de Kepler, ça on n'y allait pas. Donc c'était la démonstration parfaite de cette affaire-là. Et puis comprendre le monde et comprendre son mouvement à ce moment-là, même si c'était encore extrêmement difficile, on changeait de dimension. On se rendait compte que il brisait les sphères, il brisait le monde dans lequel on était,
coquille rigide, sauf, et ça comme extraordinaire, sauf la sphère des fixes, les étoiles, parce qu'il avait peur de l'infini. Et ça, je dirais, c'est aussi la suite de l'histoire, c'est qu'on se rend compte que c'est morceau par morceau, étape par étape, que tombent les décors antiques pour l'époque moderne. Copernic le prudent, Tycho Brahe le boulimique et maintenant Kepler, on va dire le fulgurant, ont fait totalement exploser les vieux schémas. Ils ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait l'univers. Il y en a deux autres grands génies qui vont utiliser les travaux de Kepler. Ce seront évidemment Galilée et Newton. Oui, absolument. Alors Galilée, parce que on dit qu'il est l'inventeur de la science, mais c'est celui qui le premier va montrer physiquement. On avait un observateur à l'œil nu, on a eu un théoricien, et là tout d'un coup on a quelque part, il pourrait être assimilé à un entrepreneur moderne qui va s'emparer de ses connaissances pour faire avancer la science. Et puis Newton, ce grand génie mathématique qui va inscrire le monde dans la sphère où nous vivons aujourd'hui. Eh bien, ce que je propose à nos auditeurs, cher Alain Sirou, c'est que nous parlions de Galilée la semaine prochaine et de Newton la semaine suivante. Merci beaucoup de nous avoir une fois de plus fait partager votre passion pour le ciel et l'espace. Ciel et espace, c'est votre revue, le magazine de l'astronomie qui titre cette semaine, enfin ce mois-ci devrais-je dire, sur la Lune qui voit rouge, un robot chinois dans le golfe des Iris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Gauthier qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui travaille dans le monde du vin et qui voulait savoir d'où viennent les noms des bouteilles de vin, Jéroboam, Mathusalem ou encore Nabucodonosor. Oui, ça concerne ça bien sûr les bouteilles de vin, mais aussi, et j'ai envie de dire avant tout, les bouteilles de champagne, puisque au départ ce sont les négociants de champagne qui ont eu l'idée de donner ces noms empruntés aux grandes civilisations de la Mésopotamie et à la Bible, tout simplement, aux bouteilles de plus en plus grande. Alors, je ne vais pas revenir sur l'importance de la bouteille qui a été décisive en matière de conservation, de vieillissement du vin, en matière de champanisation, car sans bouteille en verre, on n'aurait jamais pu obtenir ce phénomène très particulier. On en a parlé par ailleurs. Là, pour ce qui est simplement des noms des bouteilles, alors bon, le Magnum, c'est 2 bouteilles de 75 centilitres, ça c'est tout simple, c'est Magnum en latin, ça veut dire grand. Bon, ça, c'est une appellation qu'on utilise depuis le XVIIIe siècle. Mais alors, l'idée d'utiliser un nom, en l'occurrence d'un des rois d'Israël, Jéroboam, pour nommer la bouteille qui en comprend 4 bouteilles de 75 centilitres, c'est-à-dire ce Jéroboam. Ça, c'est une idée de Pierre Mitchell, qui avait fondé la verrerie royale de Bordeaux, et c'est lui qui, en 1725, donne déjà ce nom à une bouteille. Alors, un peu plus tard, au 19e siècle, on appellera Nabucodonosor, du nom d'un autre, du très grand roi de Babylone, une bouteille qui comprend l'équivalent de 20 bouteilles, donc une espèce de monstre qu'on appelle le Nabucodonosor. Puis alors les autres noms, Mathusalem, du nom du très vieux Mathusalem, qui est censé avoir vécu près de 1000 ans, Salmanazar, Balthazar, etc. viendront par la suite. D'autres maisons ont donné d'ailleurs d'autres noms à ces très grandes bouteilles. Vous voyez qu'il y a là-dedans, évidemment, l'envie de faire rêver, un petit peu quelque chose de commercial tout de même. Bonjour Elena Mornan. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors vous le savez Franck, je fais beaucoup d'émissions en pensant à vous et justement aujourd'hui la question, est-ce que c'est bon de boire un Nabucodonosor de champagne en 1 heure ? Non, on va traiter l'émission en 1 heure, mais on va pas parler que de l'alcool, on va parler des boissons en général, de l'eau, du lait, des boissons énergisantes qui font polémique. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas ? Quels sont les dangers ? 3921 pour vos questions ou europe1.fr, Franck. C'était le nain Perkéo qui avait bu toute la tonne d'Heidelberg. Vous savez, merci beaucoup et nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De l'histoire. De l'histoire. De l'histoire. De l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire.